L'écrin de velours lui glissa des mains avant même qu'il ait pu l'ouvrir. Julien resta figé sur le seuil, le regard fixé sur deux silhouettes enlacées dans la pénombre de leur chambre. Son cœur battait à tout rompre, non pas de rage, mais d'incrédulité. Un rire étouffé, une voix familière. Ses doigts tremblaient. La bague en diamant heurta le parquet avec un bruit sourd. Il était censé surprendre sa femme. Au lieu de ça, il s'est surpris lui-même, en survivant à cet instant. Cette nuit aurait dû être une fête. 10 ans de mariage, une lettre écrite à la main, son vin préféré, la bague, faite sur mesure. Il avait demandé à sa mère de prendre Léa pour le week-end, afin qu'ils aient la maison pour eux seuls. Il avait même quitté le travail plus tôt. Il monta les escaliers en répétant ce qu'il allait dire. Mais quand il ouvrit la porte de la chambre, les mots s'évanouirent. Tout comme l'air de ses poumons. Rebecca et Thomas, sa femme, son meilleur ami. Les deux personnes en qui il avait le plus confiance, ensemble, riant comme si ce n'était pas la première fois. Elle n'a pas pleuré, il ne s'est pas excusé. Ils l'ont juste regardé, comme si la vérité venait enfin d'être exhumée. En une seule nuit, Julien a perdu son mariage, son ami, et l'image qu'il se faisait de sa vie parfaite. Ceci est l'histoire de comment il a tout perdu, pour finalement trouver quelque chose que personne n'avait vu venir. Mais à ce moment-là, il n'avait aucune idée de ce qui l'attendait. Avant que tout ne s'effondre, Julien Dubois était l'homme que tout le monde voulait être. Fondateur et PDG de l'une des start-up technologiques à la croissance la plus rapide de France. Une magnifique villa perchée sur les hauteurs de la vallée de Chevreuse, une femme superbe, une fille brillante, un nom qui avait du poids dans chaque pièce où il entrait. Mais derrière le prestige se cachait un homme qui se délitait en silence. Le travail était devenu son refuge. Les réunions se prolongeaient en dîners, les vols de nuit devinrent une habitude. Il se persuadait que tout cela était pour elle, pour Rebecca et Léa. Mais en cours de route, il avait cessé de remarquer à quel point la voix de Rebecca était devenue distante, comment elle hésitait avant de l'embrasser pour lui souhaiter bonne nuit, comment Léa avait commencé à chuchoter ses questions à la nounou plutôt qu'à lui. Pourtant, il croyait en leur mariage. Il croyait que l'amour, une fois planté, refleurirait avec un peu de soin. C'est pourquoi il avait organisé le week-end d'anniversaire, pour nourrir des racines qu'il croyait simplement asséchées, pas entièrement mortes. Il avait tort. La confrontation fut brève. Il est entré, ils se sont figés, il n'a pas crié, il n'a même pas pleuré. Il est juste resté là, la bague à la main, pendant que Thomas marmonnait des excuses et que Rebecca le fixait d'un air vide. « Tu es absent depuis des années, Julien, » dit-elle, la voix calme, presque récitée. « J'en ai eu marre d'attendre. » Le divorce fut rapide. Les gros titres suivirent. Scandale privé pour le magnate de la tech. Les actionnaires s'inquiétèrent. Thomas démissionna discrètement. Rebecca déménagea et ne regarda presque jamais en arrière. Mais Léa demandait tous les soirs quand sa maman rentrerait. Ses petites mains serraient des dessins qui n'atteignaient plus le frigo. Elle attendait à la fenêtre, même quand il pleuvait. Julien essaya de tenir le coup. Il se présentait aux réunions du conseil, préparait les déjeuners, aidait aux devoirs. Mais la nuit, quand Léa dormait, il s'asseyait dans le salon à contempler le silence. Un soir, elle grimpa sur ses genoux et murmura « Papa, tu es triste quand je dors ?» Cette question fit craquer quelque chose en lui. Il réalisa qu'il était présent, mais pas vraiment là. Pas de la manière dont elle en avait besoin. Pas de la manière dont il devait être. Et c'est là qu'il prit sa décision. Il avait besoin d'aide. Pas pour lui, pour elle, pour Léa. Julien ne savait pas exactement ce qu'il cherchait en postant l'annonce. Il savait juste que Léa avait besoin de quelqu'un qui puisse ramener de la chaleur dans la maison, quelqu'un de doux, d'ancré, quelqu'un qui puisse voir le monde comme les enfants, sans peur ni amertume. Les CV affluèrent. La plupart étaient impeccables, cliniques, des années d'expérience, des diplômes, des références de familles riches, mais l'un d'eux sortit du lot, non pas parce qu'il était impressionnant, mais parce qu'il était honnête. Clara Martin, 27 ans, expérience, assistante dans une crèche locale, pas de diplôme universitaire, pas de formation officielle, mais sa lettre de motivation était différente.
simple, personnelle. Elle se terminait par une seule phrase. Les enfants n'ont pas besoin de perfection, ils ont besoin de présence. Quelque chose dans cette phrase le marqua. L'entretien fut bref. Clara portait un manteau d'occasion et souriait comme quelqu'un qui ne l'avait pas fait depuis longtemps. Léa lui prit la main presque immédiatement. À la fin de la première semaine, la maison sonnait différemment. Pas plus silencieuse, juste plus douce. Clara faisait des gâteaux. Elle dansait dans la cuisine avec Léa, complètement à contretemps et riant aux éclats. Elle lisait des histoires pour dormir avec des voix ridicules. Elle recolla les dessins de Léa sur le frigo. Julien aussi remarqua le changement. Il rentrait à la maison, accueilli par l'odeur des sablés, dans un salon avec des jouets éparpillés et des coussins par terre. Une fois, il se surprit à sourire juste en les regardant. Il n'était pas en train de tomber amoureux, pas encore. Mais il se souvenait de ce que cela faisait de se sentir vivant. Et Clara, elle gardait ses distances. Toujours polie, toujours professionnelle. Mais parfois, dans le calme rare de la soirée, ils discutaient. De musique, d'enfance, de deuil. Clara lui raconta que ses parents étaient morts jeunes, qu'elle avait grandi en foyer d'accueil, qu'elle n'était jamais restée longtemps au même endroit. Julien n'insista pas, il se contentait d'écouter. Et pour la première fois depuis des mois, quelqu'un l'écoutait en retour. Mais la paix est fragile quand elle est bâtie sur un sol fracturé. Un après-midi, Julien remarqua Clara, blême sur la terrasse. Ses mains tremblaient alors qu'elle terminait un appel. Quand il lui demanda si tout allait bien, elle força un sourire et dit « Juste un vieux fantôme du passé ». Elle n'en dit pas plus. Cette nuit-là, Léa fit un cauchemar. Elle pleurait sa mère, une mère qui ne reviendrait pas. Clara la berça dans le fauteuil à bascule jusqu'à ce qu'elle se rendorme. Et Julien ? Il se tenait sur le seuil, les regardant dans la pénombre, se demandant comment une étrangère avait fait plus pour sa fille en 3 semaines que lui en des mois. Mais au fond de lui, il restait sur ses gardes. Et Clara cachait bien plus que de vieux fantômes. Le changement fut subtil au début. Clara commença à regarder plus souvent par-dessus son épaule, à sursauter à chaque sonnerie. Une fois, elle partit au milieu de la nuit après avoir reçu un appel, pour ne revenir que le lendemain matin, avec des cernes sous les yeux et des excuses qu'elle ne voulut pas expliquer. Julien le remarqua, mais ne la poussa pas. Il se dit que ce n'était pas ses affaires, jusqu'à ce qu'un soir, tout bascule. Il rentra tôt pour trouver Clara assise, raide, à la table de la salle à manger, son téléphone tremblant dans sa main. Léa faisait la sieste à l'étage. Le visage de Clara avait perdu toutes ses couleurs. « Il est là », murmura-t-elle. Marc, ce nom ne disait rien à Julien. Elle prit une grande inspiration. « C'est mon ex. On était ensemble il y a des années. Je l'ai quitté. Il était contrôlant, parfois violent. J'ai changé de ville, changé de numéro. Mais je ne sais comment, il m'a retrouvé. » Julien sentit quelque chose de vif se tordre dans son ventre. « Pourquoi ne me l'as-tu pas dit plus tôt ?» Clara détourna le regard. « Parce que les gens s'en vont dès qu'ils voient le chaos que je traîne avec moi. » Avant qu'il ne puisse répondre, on sonna à la porte. C'était un coursier, une enveloppe épaisse, des documents juridiques, déposés par Rebecca, demandant la garde de Léa, au motif que l'enfant était exposé à une femme ayant des antécédents instables et un passé potentiellement dangereux. Le cœur de Julien se serra en parcourant les papiers. À l'intérieur, il y avait des captures d'écran, des dizaines, des SMS qui semblaient suggérer que Clara avait manipulé Julien, qu'elle avait menti sur son identité, qu'elle entretenait une relation avec Marc. « D'où vient ça ?» demanda-t-il, les yeux plissés. La voix de Clara se brisa. « Ce n'est pas moi qui ai envoyé ça. Ce sont des faux, je te le jure, Julien. Je n'ai pas parlé à Marc depuis des années. » Mais le doute s'installa. Trop de choses avaient déjà été brisées. Rebecca avait menti auparavant, mais Clara ne lui avait rien dit de tout cela. « Dis-moi la vérité, » exigea-t-il. « Est-ce que tu te sers de moi ?» Son visage s'effondra. « Non, mon Dieu, non !» Il brandit les documents. « Parce que c'est ce que ça dit. » Elle recula comme s'il l'avait frappée. « Tu penses que je ferais du mal à Léa, que je suis venu ici pour te piéger ?» Il ne répondit pas. Clara se tourna lentement, alla dans le couloir
et revint quelques instants plus tard avec son sac à dos. Elle s'agenouilla au pied des escaliers, embrassa le front de Léa une dernière fois et murmura quelque chose que Julien ne put entendre. Puis, sans un mot de plus, elle sortit. Le silence qu'elle laissa derrière elle était plus lourd qu'avant. Léa se réveilla en pleurant cette nuit-là, pas en criant, pas en appelant sa mère, juste en pleurant doucement, comme si elle savait que quelque chose de bon s'était évanoui. Julien s'assit à côté de son lit, mais elle ne le chercha pas. Elle tourna simplement son visage vers le mur. Le lendemain matin, la maison semblait étrange. Les dessins sur le frigo paraissaient déplacés. Les coussins du canapé sentaient encore la vanille et la cannelle, la pâtisserie de Clara, et Julien ne pouvait s'empêcher de rejouer cette scène, le regard dans ses yeux, la façon dont elle n'avait pas supplié, pas donné plus d'explications, juste partie. N'était-ce pas exactement ce qu'il détestait chez Rebecca? Le silence, la distance, le refus de se battre. Mais Clara s'était battue, simplement pas avec des mots, pourtant le doute le rongeait. Et Rebecca, elle était implacable. Son équipe juridique exigeait la garde exclusive. Elle dépeignait Clara comme instable, Julien comme négligent. Marc, se prétendant soudainement le fiancé de Clara, appuya le mensonge. Le tribunal posa des questions auxquelles Julien n'avait pas de réponse. Et pendant tout ce temps, Léa souriait à peine. Elle cessa de danser, cessa de dessiner. Elle mangeait à peine. Julien regardait sa fille s'éteindre. Et chaque nuit, il s'asseyait dans le même fauteuil que Clara avait utilisé pour bercer Léa, fixant le seuil de la porte vide. Il avait encore perdu. Mais cette fois, ce n'était pas à cause d'une trahison, c'était à cause de la peur. Et vous, avez-vous déjà repoussé quelqu'un, non pas parce qu'il vous a fait du mal, mais parce que vous aviez trop peur de croire qu'il ne le ferait pas? Dites-le moi dans les commentaires. Parfois, partager votre histoire peut être exactement ce dont quelqu'un d'autre a besoin pour guérir la sienne. 1 semaine passa, puis 2. Clara n'appela pas, n'envoya pas de SMS. Elle disparut de la même manière qu'elle était arrivée, silencieusement, comme une brise qui laisse de la chaleur sans rien demander en retour. Mais son absence était partout. Léa posait moins de questions sur elle, mais pleurait plus dans son sommeil. La maison, qui se réveillait lentement, était retombée dans le silence. Même le travail de Julien, son ancienne forteresse de distraction, semblait vide. Un soir, en cherchant le pull préféré de Léa, il ouvrit le tiroir de la buanderie. À l'intérieur, plié avec soin, se trouvait une petite enveloppe avec son nom écrit d'une écriture appliquée. C'était un mot, court. Pas d'adieu, pas d'amertume. Si jamais tu doutes de qui je suis, regarde comment ta fille riait. Ça, c'était vrai. Personne ne peut simuler ça. Il s'assit par terre, le mot à la main, et pour la première fois depuis des mois, il se laissa pleurer. Pas pour la trahison, ni même pour la confusion, mais pour ce qu'il avait laissé la peur détruire. Il pensa au silence de Clara cette nuit-là, à la façon dont elle était partie sans se défendre. Elle n'abandonnait pas. Elle se protégeait d'un homme qui ne lui faisait pas confiance. Julien passa le reste de la nuit à éplucher les enregistrements des caméras, les relevés téléphoniques et les dossiers. Quelque chose en lui avait changé. Il n'était plus seulement un homme en deuil. Il était un père, un homme qui devait la vérité à sa fille, et peut-être qu'il devait un peu plus que cela à Clara. Le lendemain, il appela un détective privé. Il examina les captures d'écran que Rebecca avait soumises. Plusieurs étaient retouchées, grossièrement si l'on prenait la peine de regarder de près. Les relevés téléphoniques de Clara ne montraient aucun contact avec Marc. Aucun. Mais Rebecca avait récemment transféré de l'argent sur un compte non répertorié. Julien demanda une enquête plus approfondie. En quelques jours, ce fut confirmé. Le compte appartenait à Marc Chevalier. Il y avait des emails, des messages audio, la preuve du coup monté. Clara avait dit la vérité. Et Julien l'avait renvoyé. Il fixa son reflet dans la vitre cette nuit-là, se demandant à quel moment il était devenu si terrifié à l'idée de faire confiance qu'il était incapable de reconnaître l'honnêteté quand elle se tenait juste devant lui. La pluie n'avait pas cessé de la journée. Julien se tenait devant le petit immeuble, un parapluie dans une main et une enveloppe pliée dans l'autre. Et l'intérieur, il y avait tout.
Les preuves, la lettre d'excuse de son avocat, les documents retirant la demande de garde de Rebecca. Il frappa. Clara ouvrit la porte lentement, une serviette enroulée autour de ses cheveux, la surprise vacillant dans ses yeux. Elle ne sourit pas, ne parla pas. Julien lui tendit l'enveloppe. « Je n'attends rien de toi. Je voulais juste que tu saches que la vérité a enfin éclaté. » Elle parcourut les premières pages, ses mains tremblant légèrement. « Je suis désolé, dit-il doucement, de ne pas t'avoir cru, d'avoir laissé mon passé parler plus fort que tes actions. » Clara leva les yeux. « Sais-tu combien de fois j'ai voulu te hurler la vérité au visage? Je le sais maintenant, » murmura-t-il. Il y eut une pause, épaisse de tout le non-dit. Puis elle s'écarta, le laissant entrer. Ils ne parlèrent pas beaucoup cette nuit-là. Ils restèrent assis près de la fenêtre, à regarder la pluie. Elle fit du thé. Il l'aida à essuyer la vaisselle. Cela ne ressemblait en rien aux retrouvailles spectaculaires qu'il avait imaginées, mais en tout point à de vraies retrouvailles. Au cours des semaines suivantes, Julien fit des changements. Il quittait le travail plus tôt, prenait son petit déjeuner avec Léa, l'accompagnait à l'école. Lui et Clara parlaient plus, mais lentement, prudemment. Elle revint l'aider avec Léa juste pour quelques heures par jour. Elle était toujours méfiante, et Julien ne lui en voulait pas. Il ne précipita rien, ne supposa rien. Il écoutait. Il se remit à rire. Et petit à petit, les morceaux commencèrent à se remettre en place. Pas les mêmes, pas sous la même forme, mais de vrais morceaux. Et Julien commença à ressentir quelque chose qu'il n'avait pas ressenti depuis longtemps. L'espoir. Mais la guérison n'est pas un chemin tout droit. Certaines nuits, Julien restait éveillé à rejouer chaque moment où il avait laissé le doute l'emporter sur l'amour. Et s'il échouait encore? Et si Clara ne lui faisait jamais entièrement confiance? Un matin, en préparant le déjeuner de Léa, il demanda à Clara « As-tu parfois l'impression qu'on fait semblant ?» Elle le regarda attentivement. « Non, mais j'ai l'impression qu'on apprend encore à être honnête avec nous-mêmes. » Il hocha la tête. « J'ai peur, » admit-il. « Peur de ne jamais être à la hauteur. Que tu vois ce que Rebecca a vu. » Clara s'approcha. « Je ne suis pas Rebecca, et tu n'es pas le même homme que tu étais avec elle. Mais si j'échoue encore, alors on trouvera une solution, encore une fois. » Il y eut un silence. Puis elle ajouta plus doucement. « Mais ne me repousse pas juste parce que tu as peur que je parte. » Cela le frappa comme une vague. Il s'était tellement concentré à ne pas répéter le passé qu'il risquait de créer une nouvelle version de la même erreur, repousser une personne authentique par peur qu'elle ne reste pas. Cet après-midi-là, Julien reçut un appel. C'était du tribunal. L'audience finale pour la garde avait été avancée. Rebecca n'avait pas dit son dernier mot. Elle avait de nouvelles allégations, de nouvelles accusations. Cette fois, non seulement contre Clara, mais sur les capacités de Julien en tant que père. Et cette fois, elle avait Marc à ses côtés, prêt à témoigner. Julien raccrocha, ses mains tremblaient. Il regarda Clara, puis Léa qui jouait dans le salon. Il avait tant reconstruit, mais maintenant, tout pouvait lui être repris. Il serra la mâchoire. Il ne fuirait pas. Pas encore. La salle d'audience était plus froide que dans le souvenir de Julien. Des murs blancs, des bancs en bois. Le genre de silence qui rend chaque respiration plus forte qu'elle ne le devrait. Clara était assise 2 rangs derrière lui, les yeux rivés sur ses genoux. Léa n'était pas là, sur ordre du tribunal. Rebecca entra dans un tailleur bleu marine, le visage indéchiffrable, et juste à côté d'elle, suffisant et narquois, se tenait Marc Chevalier. Le juge commença. L'avocat de Rebecca dépeignit Julien comme un homme émotionnellement instable, aveuglé par ses relations personnelles, négligent dans sa décision de garder une femme non vérifiée au passé violent près de son enfant. Julien ne s'ya pas. Quand vint son tour de parler, il se leva, les mains stables. « Oui, j'ai fait des erreurs, » commença-t-il. « J'ai fait confiance aux mauvaises personnes. J'ai laissé la peur dicter mes actions. Mais ce que je n'ai jamais cessé de faire, ce que je ne cesserai jamais de faire, c'est d'être là pour ma fille. » Il regarda vers Clara. « J'ai appris que la famille ne se définit pas par le sang ou la perfection. Elle se définit par la présence. » Et Clara Martin a montré plus de présence, plus d'attention et plus d'amour à Léa que n'importe qui d'autre depuis le départ de sa mère. Rebecca ricana. « Tu la connaissais à peine. » Julien se tourna vers elle. Calme.
direct. Toi non plus. Des murmures résonnèrent doucement dans la salle. Le juge leva la main pour calmer l'assemblée. Maître Dubois, avez-vous des preuves pour étayer vos dires? Julien fit un signe de tête à son avocat, qui présenta le rapport d'enquête complet. Email, extraits audio, virements bancaires, chaque fil menant à Rebecca et Marc, exposant le montage, les SMS fabriqués, la manipulation. Même le greffier s'interrompit en pleine lecture. Le visage de Marc devint blême. Rebecca se raidit. « Je t'ai fait confiance », dit Julien, la voix basse mais ferme, « même après l'adultère, même après que tu aies abandonné Léa. Mais ça, essayer d'utiliser ma fille comme une arme parce que tu ne supportais pas que quelqu'un d'autre apporte de la joie dans sa vie ?» Rebecca se leva brusquement. « C'est un mensonge. » Le juge la fit taire. 30 minutes plus tard, la décision fut lue. Garde exclusive accordée à Julien Dubois, ordonnance restrictive émise à l'encontre de Rebecca Lane et Marc Chevalier, poursuite engagée pour diffamation, parjure et mise en danger d'enfant. Julien sortit de cette salle d'audience, dans la lumière de l'après-midi, les poumons enfin libérés. Clara se tenait dehors, les bras étroitement croisés. Elle n'avait pas dit un mot de tout le procès. Il s'approcha lentement. « Je ne suis pas venu ici pour que tu reviennes. » Elle leva les yeux, méfiante. « Je suis venu te demander si tu serais d'accord pour marcher à mes côtés, pas parce que tu me dois quoi que ce soit, mais parce que cette fois, je veux le mériter. » Elle ne parla pas. Elle fit juste un pas en avant et l'enlaça. Cette étreinte ne promettait pas la perfection, elle promettait la présence. Plus tard, ce soir-là, Julien était assis par terre dans le salon pendant que Léa coiffait les cheveux de Clara avec un peigne en plastique et déclarait « Maintenant, tu ressembles à une vraie princesse. » Ils rirent tous. Ça n'avait pas l'air d'une fin de film. Ça ressemblait à un commencement. La vie ne s'est pas arrangée comme par magie après ça. Clara faisait encore des cauchemars certaines nuits. Julien se remettait encore en question quand le silence s'installait. Léa posait encore des questions sur sa mère de temps en temps. Mais maintenant, ils avaient quelque chose qu'ils n'avaient pas avant. L'honnêteté, la sécurité et l'espace pour grandir. Les matins étaient plus lents, les petits déjeuners partagés. Les dessins de Léa remplissaient à nouveau le frigo, cette fois avec 3 bonshommes souriants se tenant la main. L'un d'eux portait toujours une robe avec une couronne. Clara ne prétendit jamais être la nouvelle mère de Léa. Elle n'en avait pas besoin. Elle devint autre chose, quelque chose de tout aussi sacré, une présence stable, une force tranquille. Et Julien? Il cessa d'essayer d'être l'homme qui avait tout. À la place, il devint l'homme qui était là. Pour chaque genou écorché, chaque spectacle de danse, chaque peur nocturne, il était présent. Non pas parce qu'il le devait, mais parce qu'il le voulait enfin. Il apprit quelque chose qu'il n'aurait jamais pu apprendre dans les salles de conseil ou les tours de verre. Que l'amour n'est pas une question de grands gestes. C'est rester quand c'est inconfortable, écouter quand ça fait mal, faire confiance même quand c'est terrifiant. Parfois, les personnes que nous avons peur de laisser entrer sont celles-là même qui sont destinées à guérir ce que d'autres ont brisé. Et parfois, la famille que l'on construit, désordonnée, imparfaite et fragile, est plus forte que celle que l'on a perdue. Avez-vous déjà repoussé quelqu'un parce que cela vous semblait plus sûr que de le laisser s'approcher? Peut-être avez-vous été Julien, sur la défensive, ayant peur de faire confiance à nouveau. Ou peut-être Clara, portant une douleur si profonde que vous vous attendez à ce que les gens fuient dès qu'ils la voient. Mais voici la vérité. Nous portons tous quelque chose. Et parfois, la chose la plus courageuse que vous puissiez faire, c'est de rester. Rester quand c'est le désordre. Rester quand c'est difficile. Rester quand l'amour ressemble à un risque plutôt qu'à une promesse. Si cette histoire a résonné en vous, dites-le moi dans les commentaires. Peut-être que votre histoire, vos cicatrices, votre force peut aider quelqu'un d'autre à y croire à nouveau. Et si vous croyez que le véritable amour n'a pas besoin d'être parfait pour être puissant, laissez un like et abonnez-vous à la chaîne. Parce qu'ici, nous ne faisons pas que raconter des histoires. Nous rappelons aux gens que la guérison est possible, même quand elle commence dans les endroits les plus silencieux.